travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Alors nous parlons à travers ce numéro des revendications de personnel de santé qui sont en grève depuis le 16 octobre 2024. Ils revendiquent notamment l'amélioration de leurs conditions de travail, de salaire. Alors nous recevons à ce sujet le secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique, Monsieur Joseph Kibangula. Avec lui, nous allons en savoir plus sur leurs revendications. Alors, Monsieur Joseph Kibangula, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Gisèle, de l'invitation que vous m'avez adressée. Alors, je disais tantôt, les personnels de santé sont en grève depuis le 16 octobre 2024. Vous faites partie de ces personnels de santé. Alors, tout d'abord, qui peut être appelé personnel de santé? Comment est-ce qu'on catégorise les personnels de santé? Merci beaucoup. C'est une terminologie consacrée. Et il y a une différence entre personnel de santé et professionnel de santé. Les personnels de santé, d'abord, c'est l'ensemble de tous les agents et cadres qui œuvrent dans le ministère de la Santé publique. En commençant par nous, les infirmiers, bien entendu. Il y a le médecin, il y a les administratifs. Dans le corps, chacun est représenté dans un corps de métier. Et lorsqu'il s'agit des professionnels de santé, à ce moment-là, ce sont des personnes qui ont fait des études en rapport avec la santé d'une manière générale, notamment la médecine, les sciences infirmières, les sciences techniques telles que la radiologie, les laboratoires, la nutrition, la kinésithérapie, etc., etc. Alors, c'est ça la différence entre professionnels de santé et personnel de santé. Le personnel, c'est la globalité, l'ensemble de tous ceux qui œuvrent dans le ministère de la Santé publique. Ceux qui exercent la profession de santé, où les médecins, les infirmiers, les laborantins, les imagistes, ainsi de suite, les nutritionnistes, kinésithérapeutes, sont des professionnels de santé. Alors c'est tout ce monde-là qui est en grève. C'est tout ce monde-là qui est en grève parce que, vous le savez déjà, nous sommes en train de revendiquer nos droits. Et quels sont ces droits? Les droits, c'est l'argent d'abord, madame. Je commence par là parce que sans argent, nous ne pouvons pas vivre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé ou vous voulez une amélioration? Nous ne sommes pas bien payés, c'est-à-dire bien rémunérés, et nous voulons qu'il y ait l'amélioration de ces conditions de salaire. Autre revendication? Autre revendication, sans doute, c'est les problèmes et les conditions de travail qui ne sont pas les meilleures. Tout à l'heure, avant d'entrer au studio, vous m'avez donné des situations qui se passent dans certains hôpitaux de la ville, n'est-ce pas? Mais les conditions de travail sont pour nous très capitales parce que si nous ne sommes pas bien outillés, en tout cas, même la qualité de soins que nous vantons toujours sur les chaînes de radio et de télévision, ça ne sert à rien parce que nous ne sommes pas très outillés pour apporter des soins de qualité aux personnes. En termes d'infrastructures, c'est ça, vous voulez dire? Les infrastructures, en commençant par là, parce que quand on parle de la qualité, madame, il faut voir trois aspects des choses, ou deux. Il y a les infrastructures. Dans les infrastructures, vous avez les bâtiments, les chambres des malades, les matériels, les équipements et autres choses nécessaires. Ça fait partie de la qualité des soins et des infrastructures, bien sûr. Et de l'autre côté, il faut voir maintenant la faisabilité des choses. Lorsque j'ai les moyens, lorsque j'ai les outils de travail, je peux faire les choses telles que requis, telles que recommandées par les normes internationales. Alors, parce que nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans l'espace international. Les soins qui se donnent en République démocratique du Congo, ce sont les soins qui se donnent au Congo-Brazzaville, ce sont les soins qui se donnent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, au Canada, etc., etc.
Alors, vous revendiquez les outils de travail, l'infrastructure, comme vous dites, mais si nous faisons un tour de la capitale, nous voyons quand même que le gouvernement est en train de réhabiliter, je ne sais pas si construire ou réhabiliter certains centres hospitaliers. Je vais citer Conchachi, Mayemo, et là, ça vous réjouit pas de voir que les efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là? Madame, la République démocratique du Congo ne se limite pas à ces infrastructures ou ces structures hospitalières que vous venez de citer, Kanchachi, Mayemo, et ainsi de suite. La République démocratique du Congo, c'est un pays très vaste, et lorsque vous regardez les infrastructures en arrière-pays, c'est-à-dire dans les provinces, dans les territoires, ça laisse à désirer, madame. Mais il y a les programmes PDL 145 territoires, là aussi on dit que ils sont en train de construire. Oui, c'est là où je voulais répondre à votre question, qu'il ne faut pas que ce soit un slogan. Il faut que lorsque vous commencez un projet de réhabilitation, de construction, il faut que ça soit une réalité sur le terrain, vécu par ceux-là qui sont intéressés à recevoir ces bâtiments, ces nouveaux bâtiments, ces nouvelles constructions. Il ne faut pas seulement commencer à faire les slogans, on a fait ceci, on a fait ceci, pendant qu'on ne voit pas. Mais on ne peut pas tout les faire au même moment, parce que là, on ne peut pas tout au même moment. Madame, vous avez, là, vous dites, là, c'est un argument des politiciens. On ne peut pas faire toutes choses à un seul moment. Mais il faut planifier. C'est ce qui manque. Il faut planifier. Quand vous planifiez, allez jusqu'au bout, il ne faut pas s'arrêter. Il y a des travaux interminables ici au Congo. Vous commencez. Les projets de 145 territoires, oui, c'est bienvenu, nous acceptons. Mais est-ce que tout se fait de la manière dont nous attendons? Je ne pense pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne voyons pas encore les champignons pousser. Vous comprenez? S'il y a quelques territoires qu'on peut épingler, parce que c'est ça le langage des politiciens, on cite à un endroit où on a commencé, on dit on a fait. Mais 145 territoires, madame, si le projet est vraiment une réalité, ça devrait aller avec une allure extravagante pour que les 145 territoires soient couverts par des structures sanitaires hospitalières. Mais nous sommes en train de voir des lenteurs, alors nous ne savons pas si ça va terminer quand. Le deuxième mandat du chef de l'État est en cours. Bientôt là, nous allons entamer la deuxième année de ce deuxième mandat. Alors, il faut qu'on nous montre, qu'on nous dise la réalité. Dans tel territoire, voilà, l'immeuble est debout. Dans tel territoire, le centre de santé est debout, l'hôpital est debout. C'est comme ça que nous voulons. Il ne faut pas que ce soit toujours des slogans. Et là, c'est le problème des gestionnaires de ces projets-là qui... Oui, parce que si j'évoque cette situation, je suis en train de parler indirectement de la malversation ou de mauvaise gestion des ressources financières. Parce qu'on peut donner aujourd'hui une enveloppe pour aller construire un hôpital à tel endroit. Mais l'hôpital ne finira pas, madame. Ça, je vous affirme. Ça ne finira pas parce qu'il y aura quelque part un arrêt. Si c'est un arrêt temporaire, mais ça va être un arrêt définitif. Pour dire quoi? À la fin, non, nous n'avons pas les moyens, ou les moyens n'étaient pas suffisants, ou les moyens étaient détournés. C'est ça les problèmes. Alors voilà. Outre les infrastructures, vous avez parlé des problèmes de rémunération. C'est-à-dire que les personnes de santé gagnaient quoi? Ils trouvent que c'est insuffisant, il faut qu'on ajoute quoi de plus? Madame, cette situation est encore médiocre dans notre pays. Du fait que nous n'avons pas une politique salariale dans ce pays. Les salaires que nous touchons, nous, agents de l'État, c'est comme un bonus ou bien quelque chose de pitié. On dit, donnez-leur ça. Ils vont s'en réjouir. Ce n'est pas ça la politique du salaire, madame. La politique salariale doit être définie et de commun accord entre l'employeur qui est l'État et les travailleurs que nous sommes. Malheureusement, ça n'y est pas. C'est comme ça que vous voyez des revendications qui se multiplient, qui s'ajoutent à tout moment. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous touchons. Aujourd'hui, madame, je n'ai pas honte de vous dire, lorsque vous arrivez sur le terrain de travail, un infirmier qui vous touche 157 000 francs congolais. Je dis bien, 157 000 francs congolais. Et je l'ai dit devant votre micro, que je sois contredit. 157 000 francs congolais. Ce monsieur ou cette dame-là a une famille. Il doit nourrir ses enfants. Il doit payer le loyer.
il doit scolariser ses enfants. Avec quoi? Avec 157 000 francs? Vous imaginez ça? Alors, c'est comme ça que nous disons à l'État, faites un effort, ne fût-ce que de définir d'abord une politique salariale qui met tout le monde ensemble et on s'accorde des principes pour dire voilà, et ça va être comme ça désormais, ainsi de suite. Mais ici, on nous paye comme des gens sur qui on s'apitoie. Non, madame. Nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays de droit. Nous devons quand même tous, et le gouvernement, et nous les travailleurs, nous devons respecter les principes des droits, les principes des droits du travail. C'est universel, madame. Nous sommes les moins payés et mal payés dans ce pays, en Afrique. Les personnels de santé? Absolument, oui. Dans le pays, c'est vous qui êtes les moins payés? En Afrique et ici, pour ne pas parler du monde. Dans les enseignants, ça va, vous êtes en dessous des enseignants. Effectivement, lorsque vous allez très en profondeur, vous allez trouver que l'enseignant gagne un peu bien par rapport à un infirmier. Mais ce qui est curieux, c'est-à-dire que votre revendication, ça date, hein, même d'avant l'avènement du président actuel. Ça date à cause de la mauvaise volonté, madame. Il faut retenir ça, à cause de la mauvaise volonté politique de nos dirigeants. Parce que, vous savez, nous étions dans le régime de M. Kabila. Les mêmes choses se répétaient. Et nous avions fondé notre espoir, notre espérance, parce que le nouveau régime actuel qui est au pouvoir nous a promis monts et merveilles. Nous avons dit autant. Les changements, les changements qui viennent, il va nous apporter des changements, pour ne pas me répéter. Mais malheureusement, nous constatons que nous retombons dans le même système ancien que nous avons déploré. Les salaires ne s'améliorent pas, les conditions de travail ne s'améliorent pas, et tout cela, ça tombe sur la tête des prestataires de soins dans les hôpitaux pour dire qu'ils font ceci, ils sont comme ça, ils font ceci, et la population ne comprend pas le rôle que nous jouons. Vous comprenez? Alors, nous allons aller pleurer dans quel pays ou auprès de qui? Ce sont les gouvernants qui sont là, qui ont pris le pouvoir, qui ont dit nous allons améliorer les conditions, qui doivent faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Alors, je reste dans cette question. Qu'est-ce qui fait que vous allez en grève, vous revenez après des rencontres avec les autorités et curieusement, la situation ne s'améliore pas? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous convainc de retourner au travail alors que la situation demeure la même? Notre conviction, madame, sans avoir peur d'être contredit, c'est vous, la population. Des serments d'Hippocrate. Nous nous apitoyons sur notre population. Vous comprenez? Parce que lorsque nous avons des revendications à poser, à présenter au gouvernement, bon, le gouvernement, devant les faits accomplis, il nous dit « Venez, nous allons négocier ». Et nous acceptons parce que le dialogue est permanent, le dialogue doit continuer. Lorsque nous sommes autour de la table pour négocier avec le gouvernement, il y a des clauses, il y a des accords que nous signons, des engagements. Le gouvernement dit « Ok, j'ai entendu vos doléances. Maintenant, je m'engage à faire ça, jusqu'à fixer les échéances, madame. » Et nous disons, en tant que travailleurs, en tant que représentants des travailleurs, nous prenons tel engagement. Et nous nous attendons dans la paix, dans l'amiable, et nous reprenons le travail. Quand nous reprenons le travail, parce que votre question est pertinente, ce n'est pas à cause des beaux yeux du gouvernement, ce n'est pas parce que le gouvernement nous donne satisfaction à chaque fois que nous revendiquons, mais nous nous apitoyons sur la population parce que quand nous abandonnons la population, c'est la population qui empathie, qui souffre. Alors nous ne voulons pas vous abandonner très longtemps sans pouvoir vous apporter dont vous avez besoin. Et c'est comme ça. Et c'est ça, c'est ce qui fait que nous rentrions au travail. Mais quand nous rentrons au travail, c'est avec espoir que le gouvernement va réaliser ce qu'il a promis, ce qu'il a pris comme engagement. Malheureusement, le gouvernement nous trompe. Le gouvernement nous fait endormir. Chaque fois, quand nous rappelons, voilà, vous nous avez dit ça, vous nous avez dit ça, vous nous avez dit ceci, mais vous n'accomplissez pas. Il commence à évoquer des raisons
il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Et ça ne peut pas arranger. Quelles sont les raisons, par exemple, qu'ils évoquent? Comme cette fois-ci, quelle est la raison qu'ils avaient, la dernière raison évoquée, c'était quoi? Madame, c'est rigolant, hein? C'est rigolant. Bien que le pays est dans un état de souffrance, mais ça ne peut pas être une chanson ou un refrain. La guerre à l'Est. La guerre à l'Est, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité, il faut comprendre. C'est une réalité, mais est-ce que mourir de balles et mourir de faim, quelle est la différence selon vous et le gouvernement? C'est la mort. Ceux qui sont dans l'Est du pays meurent de balles. Ceux qui sont à Kinshasa et dans les provinces où il n'y a pas de guerre meurent de faim. Madame, la faim est très dramatique, hein, dans le monde entier. Vous voyez comment les pays asiatiques, là où il y a des gens qui maigrissent à cause de la faim. Et fin de faim, c'est quoi? C'est la mort. Alors, on peut toujours évoquer la même chanson. Ici, nous avons toujours dit, faites des efforts parce que nous sommes en train de nous sacrifier pour que cette guerre se termine. Mais il faut que le gouvernement s'investisse très sérieusement pour que cette guerre prenne fin. Le gouvernement doit prendre tous les fronts au même moment. Madame, trouver des solutions dans toutes les... un gouvernement sérieux doit prendre tout au même moment. Avec des priorités, bien sûr. Il faut qu'il y ait aussi des moyens. Vous pensez que c'est les moyens qui manquent dans ce pays au moment où on est en train de voler, de détourner par le même gouvernement? Vous ne suivez pas les procès en tant que journaliste, vous suivez des procès, non? C'est le procès d'un infirmier qui a volé ou bien d'une autorité qui a volé, qui a détourné. Vous comprenez, c'est ça. Il y a des moyens dans ce pays, c'est question de les canaliser vers les objectifs importants, clés de la nation. Donc, c'est-à-dire que c'est le manque de volonté, selon vous. Manque de volonté et puis l'égoïsme. L'égoïsme, parce que, vous savez, lorsqu'on vous désigne ministre, gouverneur des provinces, je ne sais pas, commissaire, enfin, député, tout ça, votre souci vis-à-vis du peuple est fini. Hein? Vous voyez vous-même, votre famille, ainsi de suite, c'est tout. Alors, mais la population, quelle est sa part dans ça? Alors, face à ce manque de volonté que vous évoquez, vous ne trouvez pas que vous, les personnes de santé, vous êtes aussi face à un dilemme? C'est-à-dire que, quelle stratégie pour essayer d'inciter ou de pousser le gouvernement à trouver une solution durable face à votre situation? Parce que d'un côté, vous voyez le manque de volonté, de l'autre côté, vous avez pitié de la population. C'est un dilemme. C'est un dilemme, madame, vous avez raison. C'est un dilemme parce que j'ai entendu, vous avez évoqué quelque part les serments, mais attention, moi j'ai toujours été contre, hein, lorsque vous parlez des serments. Nous ne mangeons pas les serments. Oh, mais c'est un engagement pris. C'est un engagement professionnel, oui. Mais je ne mange pas les serments. Si j'ai pris cet engagement-là, si j'ai prêté mon serment de servir la population, les malades, il faut me mettre dans les conditions satisfaisantes pour que je puisse continuer à m'engager sérieusement. Mais vous me demandez de respecter les serments au moment où mon estomac est vide, au moment où mon ventre n'a rien, au moment où quand je vais au travail, je fais 48 heures, 24 heures, je suis au chevet des malades et vous me demandez d'être respectueux du serment. Ça ne peut pas aller, madame. Il faut être sincère et honnête. Ça ne peut pas aller. Le serment, c'est un moyen de vous rappeler chaque fois et à tout moment votre engagement. Mais vous ne mangez pas le serment. Alors, la grève des personnels de santé, ça se passe comment? C'est une grève, comment on dit, une grève sèche, une grève à moitié, vous travaillez un tout petit peu? Oui, nous étions, c'est encore un autre dilemme. Nous étions à Bibois, il n'y a pas longtemps, c'est de la semaine du 16 là jusqu'à la semaine passée, je crois. On a discuté avec le gouvernement et je crois que vous avez suivi ce qui s'était passé. Les assises de Bibois n'étaient pas convenablement organisées. Nous sommes allés là-bas, les partenaires, notre interlocuteur en face,
dont le gouvernement n'était pas régulier sur le terrain. Nous avons passé presque une semaine à Bibois. C'est le 3e jour que les travaux étaient lancés et après ce lancement, le gouvernement a séché. Ami, voilà, c'est pas gratuit, hein. On vous donnait quand même des perdièmes, des jetons. Ça, c'est votre argument de tous les jours. Vous n'êtes pas différent de ceux qui disent que nous sommes allés là-bas pour les perdièmes, pour manger, pour boire. Mais nous savons comment ça s'est passé. Parce que, oui, ça se passe comme ça, effectivement. On ne peut pas aussi aller passer des nuits et des nuits loin de votre famille sans que vous ayez quand même une dividende. Vous comprenez? Et ça, c'est une prescription légale. Les gens qui travaillent, que vous soyez expert ou qui, en tout cas celui qui vous utilise dans ce travail-là, doit vous payer quelque chose. Alors, imaginez-vous que pendant notre séjour à Bibois, nous avons fait la grève de faim. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Tous les syndicalistes qui étaient sur le terrain, sur les sites, avaient observé une grève de faim. Vous ne mangez pas. Nous mangeons pendant 48 heures. 48 heures. Vous comprenez? Tout ça, c'était pour manifester notre mécontentement vis-à-vis du comportement du gouvernement. Il faut le dire. Il ne faut pas se le cacher. Il faut le dire. Parce que le gouvernement a donné l'impression de nous abandonner là-bas et a donné même l'impression de dire que bon, nous sommes allés manger, boire et dormir. Les autorités ne sont pas venues, ils étaient là, après ils sont partis. Non, c'est ça. C'était quelle autorité là? Je vous ai cité les ministres avec qui nous négocions. Parce que nous ne négocions pas avec les experts. Les experts du gouvernement accompagnent les membres du gouvernement et nous négocions en tant que tels, en tant que syndicalistes, n'est-ce pas? Alors, quand ils sont venus lancer les travaux, ils sont rentrés et nous ne savions plus qu'est-ce qu'il fallait faire par la suite. Et c'est comme ça que nous avons fait des manifestations sur le site à Bibois. Nous avons marché dans l'enceinte. Nous avons observé une grève de faim jusqu'à ce qu'ils sont venus à la veille maintenant. C'est quel type de négociation ça? À la veille. Et les négociations ont commencé à 23 h jusqu'à 9 h du matin. Sans solution. On est arrivé à un communiqué final. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu les solutions. On est arrivé à un communiqué final, mais c'est cette manière de négocier là, dans une ambiance tendue, où les cerveaux étaient déjà fatigués. Alors, vous venez à 23 h, nous commençons les négociations groupe par groupe, parce que c'était comme ça, des négociations directes, jusque le matin à 9 h. Vous voyez? Et le communiqué final, ouais. Le communiqué final a repris ce que nous avons convenu avec le gouvernement. Qu'est-ce que nous avons convenu avec le gouvernement, madame? Ce sont des anciennes dispositions non résolues. Non résolues. Parce qu'en 2022, nous avons signé un avenant à l'accord. En 2023, un autre avenant à l'accord. Et cette année ici, au mois de décembre, ou le trimestre ici d'octobre, novembre et décembre, le gouvernement devrait terminer avec ses engagements. Malheureusement, non. Rien n'a été fait pendant tous ces 2 ans, jusqu'à ce que nous avons reconduit les mêmes revendications des années passées. Alors, ils nous promettent aujourd'hui qu'à partir d'octobre ici, ils vont commencer à respecter leur engagement. Nous attendons. C'est comme ça que la grève n'est pas totalement définie. Octobre, c'est déjà la fin. C'est ça, octobre. Jusque-là, on n'est pas encore... la paye. Hein. Non, elle n'est pas encore entamée. Nous attendons. Ça peut y avoir quelques retards, bien sûr, mais nous attendons que le gouvernement arrive à respecter ses engagements. Et vous croyez que cette fois-ci, ce sera la meilleure, peut-être? Nous ne croyons pas totalement, nous croyons théoriquement de cette parole-là, de cet engagement-là, mais nous attendons la concrétisation, madame la journaliste. Et si le mois d'octobre ici, rien n'est fait, bon, la grève n'était pas levée, et elle continue en sourdine parce que les gens, les travailleurs ont assez du mensonge du gouvernement.
Voilà le langage des travailleurs. Mais quand vous mettez ensemble, parce que les mots là, je le retiens, les travailleurs ont assez des mensonges du gouvernement. Oui. Est-ce que vous n'avez pas une stratégie ou qu'est-ce que vous dites pour vraiment contrer ces mensonges-là, une fois pour toutes? Parce que même les malades en ont marre, hein, vous allez en grève, vous revenez, il n'y a pas de solution. C'est devenu comme un jeu de ping-pong. Vous avez raison, les malades ont raison. Quelle est la stratégie encore, madame? Nous pensons que dans un pays qui se respecte, la santé, c'est un domaine vital. Et un gouvernement responsable ne doit pas laisser les travailleurs de la santé, de l'enseignement et tous les autres aller en grève. Parce que ceux qui vont en grève, ce sont des producteurs de l'économie nationale. On peut dire, non, la santé, qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous créez? Vous ne produisez rien. Mais nous produisons la santé, madame. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas passer cette émission. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne viendrai pas répondre à vos questions. C'est notre production, c'est notre concours. Les enseignants autant, ils contribuent. Et vous demandez quelle contribution? Alors, un pays responsable, un gouvernement responsable ne doit pas laisser les travailleurs producteurs de ressources aller en grève à tout moment. Ça va dénoter quoi? Sur le plan politique, sur le plan considération. C'est comme ça. Alors, nous qui sommes des producteurs, nous produisons la santé des individus. Si ça ne marche pas, il y aura des morts et des morts. Et ces morts-là, il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs de toute formation, des bâtiments, des agricoles, et ainsi de suite. Il y a des professionnels que vous êtes, des journalistes. Il y a tout le monde. Il y a des mamans maraîchères, il y a la population en général. Si cette population meurt aujourd'hui parce qu'elle manque de soins, le pays va marcher, va se développer? Non. C'est tout ça. Ce sont des théories simples dont le gouvernement maîtrise, mais pour le gouvernement, c'est un passe-temps. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez que beaucoup de gens, des autorités, vont se faire soigner ailleurs? Ah, très bonne question, madame. Vous savez, notre gouvernement, pas seulement celui-ci, même les gouvernements passés, ils ont des chapelets d'intention. Je vais vous rappeler l'histoire tout à fait récente. La maison, l'hôpital du cinquantenaire ici, il a été réhabilité ou reconstruit pour quelle mission? De retenir les transferts des Congolais à l'étranger. Et je crois que vous avez applaudi ça. La population tout entière avait applaudi ça. Pour dire que cette fois-ci, le Congo va se prendre en charge. Ce n'est pas à cause d'un bouton ici d'égal ou bien, je ne sais pas quoi, une fièvre, bon, qui vous vient comme ça, vous dites non, je vais aller en Belgique pour me faire soigner, je vais aller en Afrique du Sud pour me faire soigner, à cause de ces bobos-là. C'est comme ça que j'ai parlé des infrastructures au départ, madame. Alors, aujourd'hui, cet hôpital-là, vous avez suivi, vous êtes journaliste, le contrat est résilié. Parce que très mal géré par l'actuel gestionnaire qui est étranger. Nous, dans notre manière de voir les choses, nous avons cru que non, comme l'hôpital est pris en charge par, la gestion est prise en charge par les expatriés, alors les choses vont marcher. Au contraire, aujourd'hui, le contrat est résilié. Vous comprenez? C'est pour dire que le système sanitaire chez nous, de manière théorique, il est parfait. Il est parfait. Mais sur l'applicabilité des choses, nous sommes à la queue. Nous sommes à la queue. C'est comme ça que le gouvernement doit faire les efforts. Alors les efforts de remettre le système à la place qu'il avait il y a des années. Parce que les systèmes de soins de santé primaires
son origine c'est en République démocratique du Congo. Lorsqu'il a eu à s'étendre en Afrique et ailleurs. C'est ici au Congo que ça a commencé. Ça c'est l'histoire. Maintenant, nous qui avons commencé ça, quel est le rang que nous occupons? Soigner les infrastructures, c'est tout un problème. Il n'y a pas de moyens. Mais il y a les moyens de détourner. Soigner les prestataires, il n'y a pas les moyens. Mais il y a les moyens de détourner. Ça, c'est notre... c'est notre alerte. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités au sérieux. Alors, ceux qui ont pâti, ceux qui en souffrent, qui souffrent de cette grève, ce sont les malades. Les malades dans plusieurs centres du pays, hein, à travers le pays cette grève. Oui, elle est générale. Elle est générale. Alors, ça se passe comment? Mais minimum. Minimum, c'est-à-dire quoi? Vous avez des heures. C'est-à-dire, oui, il n'y a que des prestations limitées. Et en cas d'urgence, parce qu'il y a des gens qui viennent là avec des... on ne peut pas renvoyer, c'est comme ça que je vous dis, c'est minimum. S'il y a une urgence, il y a l'équipe. Vous êtes à la maison, on vous appelle pour venir vite. Non, il y a des équipes qui sont sur place, mais des équipes réduites, parce que c'est le travail minimum. C'est ça la conséquence. Et depuis que vous avez débuté la grève, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences néfastes, c'est-à-dire qu'il y a plus de morts, plus de dégâts? Jusque-là, nous observons la situation à travers les pays, nous demandons les informations de l'arrière-pays, en province, dans les territoires, mais nous n'avons pas encore un risque plus que grave. Hein. En tout cas, à notre connaissance, à ma connaissance personnellement, non. C'est-à-dire que la grève n'est pas sauvage. Elle n'est pas encore sauvage. C'est le mot que vous voulez utiliser. Vous savez, ça arrive, hein, la grève sauvage, elle est spontanée. Elle est spontanée. Lorsque les travailleurs ont marre de la situation, ils peuvent revendiquer sans tenir compte des procédures. Hein. C'est ça qu'on appelle grève sauvage. Heureusement que vous avez pitié des malades. Hein. Non, moi je vous dis, madame, nous sommes assermentés. Vous comprenez? Si nous rentrons au travail, ce n'est pas parce que le gouvernement nous a fait des beaux yeux. Non. Il faut que tout le monde le sache et le comprenne. Nous rentrons malades à l'hôpital parce que nous avons besoin de vous soigner. Nous n'avons pas besoin de l'obligation de vous soigner. Voilà. Merci Joseph Kibangula, il est secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo. Avec lui, nous étions en train de parler de leurs revendications. Ils sont en grève depuis le 16 octobre 2024, les personnels de santé. Monsieur Joseph Kibangula, votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, madame, je voulais peut-être ajouter un élément. Je vous ai dit que la grève est là. Elle continue, malgré la suspension. Parce que nous avons convenu avec le gouvernement que notre engagement, c'est de suspendre la grève. Mais nous avons eu des attaques des travailleurs qui n'étaient pas contents. Qui n'étaient pas contents de suspendre la grève jusqu'à ce qu'ils y voient, qui me nommaient, comment on dit en Chikongo là, qui mon amiso. Vous comprenez? Alors nous avons dit, c'est-à-dire pour les travailleurs, nous avons anticipé cette suspension-là. Il fallait attendre jusqu'à la concrétisation des premiers éléments d'engagement du gouvernement pour reprendre. Bon, c'est comme ça que il y a des foyers où la grève se maintient jusqu'à présent. Alors, le dernier mot, madame, je demande à notre gouvernement de faire tout pour remettre les travailleurs du secteur de la santé dans les conditions les meilleures et que les engagements pris cette fois-ci soient des engagements respectés. À ce moment-là, il y aura la paix dans le secteur et nous allons nous remettre au travail pour le bien de notre population. Merci, M. Joseph Kibangula, secrétaire général
de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité, d'avoir suivi ce numéro consacré aux revendications des personnels de santé. Merci, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.